Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va écouter ensemble le discours de Mélenchon à un meeting très intéressant. Il va revenir sur plusieurs sujets et on va écouter ce qui s'est passé sur le plateau de Pascal Praud. Même Pascal Praud va être choqué, même Netanyahou va être choqué. On a un individu qui exprime son interrogation sur la Palestine et le géno en cours, expliquant qu'il y a plus de Gazaouis maintenant qu'avant le géno, et ce qui va choquer Pascal Praud. On va regarder ça ensemble, bien évidemment. Juste avant, je vous demande de vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné. N'hésitez pas à faire un petit nom sur Tipeee. Je fais une petite annonce particulière à partir de la semaine prochaine. Je serai en live sur YouTube de 21h30 à peu près 23h. Donc soyez présents. C'est là où j'enregistrerai mes vidéos et où on pourra interagir ensemble. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble les propos avec Pascal Praud et ensuite on switch immédiatement avec notre cher Merluchon. Âme sensible s'abstenir. Écoutez ça. Annonce de critique. Puis il y a un argument que l'on ne développe jamais, c'est que s'il s'agissait d'un génocide, ce serait le premier génocide de l'histoire où la population augmente. Il faut quand même le dire. Et celle-là, c'est le Vendéen qui vous parle. La population à Gaza... Et là, c'est le Vendéen qui part. Et en fait, ça, généralement, il a faim. Après, il faut pas en vouloir à ces gens-là, ils ont faim. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'il y en a, ils font trop, tu vois. Ils ont pas de limite, faut qu'ils en fassent trop. Faut être subtil. Il faut être subtil. Tu dis, vous savez, c'est-à-dire que Netanyahou, il envoie des mails à tout le monde, tu les ouvres et tu répètes les termes, les éléments de langage, comme on appelle. Les éléments de langage, on se défend, on a la seule démocratie de l'univers, mais ne prends pas d'initiative, ça te va pas, ok, mon petit gogoy. Écoutez la suite. Augmente. Enfin. Ah si, bien sûr que si. Il y a quand même beaucoup de La population augmente. Non mais il y a quand même beaucoup de morts. Enfin, T'as même Sarah Salva, t'as tous les sionards autour de la table qui disent non mais attends, doucement quand même, tu vois, doucement, lève le pied. Jules Torres, vous avez comprenez bien l'aspect monstrueux de votre propos. L'aspect monstrueux de votre propos. Jules Torres, évidemment, ce que vous dites n'est pas possible. Pourquoi ? Simplement. Mais parce que les attaques israéliennes tuent beaucoup de Gazaouis, manifestement. Je ne nie pas qu'il y a des morts, non, notamment des enfants. Personne ne peut sortir. Personne ne peut sortir. Tu es sous les bombes. La population augmente. Il y a quelque chose de choquant dans ce que vous dites, dans cette période-là, admettons-le. Cette période qui est si particulière pour les Gazaouis, chaque jour enterrent leurs morts. Je ne conteste pas. Bon, alors je ne conteste pas. Il voit qu'il a été trop loin, que même les plus gros sionards, même eux, ils se disent il va trop loin, tu vois. Donc, et le problème, c'est qu'il n'aura pas la défense. Il a pas la carte, lui. Je ne veux pas dire que ce soit une bonne opération sur le plan démographique. Ce n'est pas une bonne opération sur le plan démographique pour eux. C'est autre chose. Enfin, restons là-dessus. Il nous soit permis de dire que les chiffres que l'on vous donne. Bon, t'as toujours, comment il s'appelle lui là, qui intervient. Je rappelle qu'il disait qu'il mentait matin, midi et soir, que c'était culturel, que c'était dans son sang, que c'était bon. Donc voilà. Bon, ça dépend de la culture. Il y a, vous savez, il y a les occidentaux, il y a les pays arabes, il y a les pays africains, il y a les pays d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, il y a les asiatiques, il y a les japonais, qui eux, dans leur culture, considèrent que le mensonge c'est quelque chose de mal. Pour cet individu, c'est quelque chose de très bien et même quelque chose qu'il faut pousser. Tu vois, c'est-à-dire que nous, quand on voyait notre enfant et que notre enfant a menti, c'est pas bien, il est puni. Chez Gilles William Golnadel, si son enfant dit la vérité, il est puni. C'est comme ça. On n'a pas la même humanité, comme ils disent. Maintenant, on switch immédiatement avec notre cher Mélenchon qui s'exprime sur ces sujets réellement, et on écoute et on réagira au fur et à mesure. Le retournement est commencé. Et de quelle manière? Vous pouvez le voir sur les chaînes de télévision. Vous avez entendu Pujadas condamner ce qui se passait à Gaza. Il est temps, 2 ans après. Vous avez pu en entendre d'autres le faire. Je coupe tout de suite, après j'arrête de couper. Je me méfie aussi, effectivement, on peut voir le retournement de situation de beaucoup qui souhaitent la reconnaissance de l'État palestinien ou qui disent c'est choquant ce qui est en train de se passer, mais c'est pas aussi charitable qu'on pourrait le penser. Vous savez, quand il n'y aura plus aucun Palestinien, il n'y aura plus d'État palestinien, c'est définitif. Là on dira ouais bon effectivement soutien à eux, ouais mais il n'y a plus personne, tu vois. C'est comme de soutenir les Indiens d'Amérique, tu vois. Bon maintenant c'est fini, c'est acté, donc c'est facile de les soutenir maintenant. Vous avez pu entendre même Olivier Faure dire qu'il réclamait passionnément
l'accusation de lutte contre le génocide. Et bien sûr, beaucoup d'entre nous ont l'envie de dire « Ah, c'est maintenant que ça vous prend. Ah ben, il était temps ». Et on peut bien sûr ironiser et dire quelquefois « mieux vaut tard que jamais ». Mais ce que nous menons, ce n'est pas un combat d'amour-propre. Ce n'est pas un combat où nous réclamons des lauriers pour avoir pensé juste, agi correctement, bien depuis des mois. Nous menons un combat pour obtenir un résultat. Isoler absolument et complètement Benyamin Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite et de fascistes, de manière à ce que cède et cesse le génocide. C'est là qu'il faut comprendre la place singulière de nos campagnes. Alors là, sur ce que vient de dire Mélenchon, je suis désolé, c'est très intéressant et il a clairement parlé de moi. C'est pas une question d'ego, même si on a raison depuis le début, il s'agit pas de dire on avait raison, salut, au revoir. Non, l'important c'est la cause. Et moi je m'étais fait critiquer dès le départ par les sionards, enfin, on m'a essayé de m'acheter dans un premier lieu, après on m'est tombé dessus, et par certains qui n'arrivaient pas à comprendre mes propos du côté des pro-palestiniens. Je continue à dire que les manifestations ne servent pas à grand chose. En tout cas, ce n'est pas une finalité. Vous pouvez manifester autant que vous le souhaitez, comme pour le coût de la vie, pour ceci ou pour cela. Ça ne changera rien. Vous pouvez manifester autant que vous le souhaitez pour la Palestine. C'est de la rigolade. C'est pour rire. Alors que ça ne changera rien au niveau d'Israël. Ce qu'il faut faire, c'est véritablement isoler l'entité sioniste. Et pour ce faire, il y a le boycott de tous les produits israéliens et aussi tous les médias, influenceurs, etc. Plutôt que de critiquer ces news, machin, boycotter et de soutenir tous ceux qui luttent contre l'entité. Ça, c'est une chose. Ensuite, politiquement, je le rappelle, l'entité sioniste ne vit que, faut bien comprendre qu'ils sont sous perfusion, que par la France, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis. Donc, c'est à nous, politiquement, non pas de manifester, en tout cas, c'est pas une finalité, c'est ce que j'essaie d'expliquer, mais de s'organiser pour mettre au pouvoir des gens qui vont isoler Netanyahou, l'entité. Et là, on réglera le problème. Il n'y a pas besoin de manifester, Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà. La manifestation, elle a une utilité pour moi, c'est de se rendre compte que mondialement, 99% de la population, j'ai bien dit la population mondiale, soutient la Palestine. Ce qui permet de réfléchir aussi au pourquoi, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à les sanctionner. Si nous ne sommes pas là, alors que nous avons dû, hélas, constater en France, et comme un cas parfois unique au monde, qu'en dépit de la magnifique bravoure des organisations juives, puisqu'elles se réclament elles-mêmes de cet adjectif, qui ont pris position dès le premier jour contre le génocide, celles qui ont pris position dès le premier jour, affrontant toutes les difficultés, et je pourrais les énumérer, l'insulte, l'isolement, les sarcasmes dans les familles, l'encerclement absolu, des fois les séparations si cruelles quand il s'agit de les observer sur des sujets pareils. Eh bien, après les avoir salués, je veux quand même dire que c'est une situation tout à fait singulière, que pour le reste, la totalité des organisations communautaires étaient toutes en soutien inconditionnel à Benyamin Netanyahou. Quand je suis allé à New York, quand je suis allé à Montréal, quand je suis allé à Turin, partout, des gens sont venus à moi en me disant « Je suis juif et je voudrais vous dire que je suis avec vous ». Et c'était souvent les larmes aux yeux que nous nous tombions dans les bras, parce que cela signifiait une chose, quoi qu'il arrive, quelles que soient nos attaches, eh bien nous sommes frères et sœurs en humanité et nous nous reconnaissons dans ce sentiment d'appartenance commune. Oui, on poursuit. En fait, pourquoi vous m'avez vu peut-être faire des petites mimiques, je m'en fous en fait. C'est pas méchant ce que je veux dire, mais je m'en fiche moi qu'il y ait des juifs qui... en fait, j'en ai strictement rien à foutre. Il y a qui défend la Palestine et qui dénonce le géno.
Il y a un géno. Enfin, ce que je veux dire par là, je me vois pas, nous, pendant la Seconde Guerre, je vois pas les États-Unis entrer en ère contre le régime naze, les Russes, enfin l'URSS, etc. Et de dire à longueur de journée à la télé, mais par contre, je tiens juste on ne mélange pas les Allemands avec les nazes. Attention, on ne confond pas le citoyen. C'est bon, on s'en fout. Il y a un géno, il faut aller l'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de pincettes dans cette affaire. Attention, ne mélange pas. Oui, mais bon, ça, si vous voulez, on le fait après. Mais là, pour l'instant, il y a un carnage et il faut l'arrêter. Et quand je dis il faut l'arrêter, je trouve encore que les gens sont très gentils quand ils disent qu'il faut couper l'économie. Pour moi, personnellement, je suis, comme dans les années 40, une coalition militaire mondiale pour intervenir. C'est tout. Il n'y a pas de, je vois pas autre chose. Ils l'ont fait pour la Yougoslavie, c'est ce qu'ils sont en train de faire pour l'Ukraine, alors que en Ukraine il n'y a pas de géno, hein, il n'y a pas de géno, que pèse ou non, hein, tu vois. Mais ils se tiennent bien. Je suis désolé de vous dire ça. Les Ukrainiens comme les Russes, on peut leur mettre ça à leur honneur, c'est qu'ils se tiennent quand même un peu, même s'il y a des de force, ils recrutent des personnes, mais ils sont pas en train de se bombarder des maternelles ou des choses comme ça. Ils sont pas en train d'affamer ou voilà. Il y a un minimum de respect. Isoler Netanyahou est la première partie. Mais nous avons aussi un message. Évidemment qu'on peut arrêter le carnage. Bien sûr, Josep Borrell, président qui était commissaire européen aux affaires étrangères, tout d'un coup a retrouvé la mémoire à partir du jour où il ne l'a plus été. Et il dit, eh bien 50% de l'armement vient d'Europe. Eh bien si l'Europe décide l'embargo sur les armes, il n'y aura plus d'armes là-bas pour tuer les Palestiniens. Si la France arrête d'exporter des armes, et je sais que des associations travaillent à cette heure avec des insoumises et des insoumis pour faire la démonstration que notre pays a continué à alimenter en armes, eh bien, il faut que tous ceux qui, de près ou de loin, touchent aux crimes de guerre et aux crimes de génocide sachent que c'est par centaines que se lèveront ceux qui sont membres des associations, mais aussi des citoyens particuliers, pour demander que tous les criminels de guerre et leurs complices soient jugés. C'est la raison pour laquelle, m'adressant à mes compatriotes binationaux qui serviraient dans une autre armée, je leur dis, votre devoir de Français est de déserter dès maintenant et de ne participer d'aucune manière au crime. Là, je trouve qu'il est bien sympathique quand il dit ça. S'il parle des franco-israéliens, si ce sont des franco-israéliens, ils n'ont pas à aller là-bas. Hein. C'est interdit. Hein. Ils n'ont pas à servir l'armée d'une autre nation. Donc s'ils le font, c'est gravissime. Et en tant que tel, ils ont participé. C'est comme ceux qui sont partis et qui ont été chez Daesh, l'État islamique, etc. et toute la clique. Ce sont des terreaux, c'est des gens qui doivent être condamnés et jugés. Et ben c'est la même manière avec ces gens-là. Donc il n'y a pas une histoire de déserter. Non, c'est juste, il faut les déchoir de la nationalité française ou les faire venir et les juger et les condamner. Et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas de... Enfin, bref. Rappelez-vous que tout le monde sera puni, car nous ne lâcherons jamais prise sur ce sujet. Il n'est pas possible d'être citoyen de la République française et de participer à un génocide, parce qu'on l'a déjà fait une fois au moment des années terribles et que nous ne permettrons plus jamais que qui que ce soit associé à un nouveau meurtre de cette nature. Exactement. Bon, alors, il n'y a pas besoin de préciser plus, hein. Mais... J'ai envie de dire, c'est que le début, hein, faut pas... C'est que le début. Moi, je me méfie aussi de ce qui peut arriver en France. Hein, je le répète, je vais faire très court, après on écoute la suite. Je rappelle quand même que Benjamin Netanyahou et aussi une certaine extrême droite sioniste nous a quand même expliqué que la même chose qui se passe à Gaza, c'est Netanyahou qui a dit ça, se passe dans les quartiers en France, dans les quartiers populaires. Et donc, il faut appliquer la même solution. Et donc, nous avons aussi le Rassemblement National, désolé de vous dire ça, qui a expliqué qu'effectivement, il fallait s'inspirer de... Donc, en fait, il faut créer un géno. Donc, on va parquer tout ce qui est considéré comme quartier, on les assoiffe, on les affame, on les massacre. Donc c'est quand même exceptionnel, hein. Je suis désolé de vous dire ça, hein. Je suis partisan, mais il ne faut pas nous prendre non plus pour des idiots. On saura s'en souvenir pour les prochaines élections. Voilà.
Je tiens juste à le préciser, parce que c'est quand même grave ce qui est dit, et ce qui pourrait s'importer en France. Après l'international, Mélenchon s'exprime sur l'échelle nationale avec l'histoire des frères musulmans, du hijab, etc. Le racisme est une indignité morale, mais c'est une stratégie politique. C'est d'abord une stratégie politique. C'est pourquoi la question du racisme n'est pas une question sociétale qui s'ajoute à la question du combat social. C'est la même chose. C'est parce qu'il y a du racisme qu'ils ont la haute main sur les rapports de force sociaux. Voilà. C'est important. Donc l'affaire des frères musulmans, qui est un déchaînement, ne doit pas vous conduire à penser autre chose que ce que nous a dit notre camarade Tibéri. Ce sont les dominants entre eux, la sphère médiatico-politique qui vit ensemble, qui va en vacances ensemble, qui se marie entre eux, qui va au restif, qui se voit dans des déj de presse. Toutes les semaines, vous faites des déj de presse, vous autres là. Hein? Voilà. Tout ce petit monde-là vit ensemble et se conforte, se pousse du col, se rassure, voit les choses de la même manière, c'est-à-dire ne voit rien. Vivent entre eux. Et vivent entre eux, et je suis désolé de dire des choses qui peuvent choquer, mais ça fait de très longue date que je préviens. Et ils sont tenus, hein, ces gens-là, c'est une famille élargie et ils sont tous tenus. Hein. C'est pour ça que c'est pas étonnant qu'ils silencient certaines affaires comme l'affaire Epstein ou Didi, où on apprend que beaucoup d'hommes politiques, et en France, à Paris, il y avait une succursale sur l'affaire Epstein, où beaucoup d'hommes politiques, de médias et ainsi de suite ont des affaires aux fesses. Hein. Ça, faut bien le comprendre. Hein. Ils ont beaucoup touché à des enfants, à des choses comme ça, et ils se tiennent tous. Hein. C'est pour ça, je le répète, s'il y en a un qui tombe, tout le monde tombera. Hein. C'est pas pour rien que nous avons François Bayrou qui a protégé un système avec Betaram, etc. C'est parce que si il ne le fait pas, le juge qui tomberait, il dénoncerait Bayrou. Bayrou s'il tombe, il dénoncera quelqu'un d'autre. Et en fait, on se rendra compte que c'est tout le monde. Hein. Donc, je précise. Tous ces gens peuvent finir par penser que tout ça a une réalité. Et le venin de la haine des musulmans, qui divise notre peuple en profondeur, comme auparavant, la haine des protestants, divisait le peuple français entre catholiques et protestants, comme la haine des juifs. Savez-vous que les juifs, en France, ont été expulsés 11 fois du royaume? Et à quel point ce fut une révolution inouïe quand on proposa en même temps la citoyenneté pleine et entière aux Juifs, à l'initiative de Maximilien Robespierre, et qu'on l'a proposé à tous ceux à qui elle était refusée. C'est à la Révolution, à nous, c'est-à-dire à ce que nous incarnons dans l'histoire, que ces libertés doivent le mérite d'exister et d'être partagées. Voilà, l'opération Frères musulmans ne correspond à aucune réalité. Elle est le symptôme d'un effondrement moral des dominants qui ne savent plus quoi faire et quoi inventer, d'un effondrement de l'État où le ministre de l'Intérieur lui-même organise des fuites de documents pour être sûr d'en foutre plein les murs et que ce soit vraiment une discussion. Ils en ont trop fait. Effectivement. Ils en ont trop fait. Ils en ont beaucoup trop fait et moi je vous le dis, c'est ça qui est inquiétant, moi qui analyse la politique française. C'est pour ça que ça a pu vous choquer si vous avez vu mes précédentes vidéos où Marion Maréchal Le Pen dit qu'elle ne veut pas interdire le voile, que Mila a tenu une chanson raciste et je sais plus ce qu'elle avait dit, etc. Tu te dis mais c'est incroyable, parce qu'elle devient mélenchoniste. Non, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont... Alors il faut encore une fois, je le répète, ceux qui votent le moins, ceux qui sont le moins politisés en France, c'est les musulmans, la communauté musulmane, c'est même pas une communauté, mais les musulmans et les personnes racisées, surtout les personnes franco-algériennes, etc. Et donc le problème, c'est qu'ils ont tellement été loin, sous-entendant que potentiellement on pourrait rouvrir des camps, hein, c'est clairement ce qui a été dit. Ils ont été tellement loin
que là, c'est quelque chose de vital. C'est plus une question de droite, gauche, etc. C'est une question de je tiens à la vie de mes enfants, donc je vais me mobiliser. Et comme ils ont vu que c'était, justement comme dit Mélenchon, ils ont été trop loin, et là ils se disent waouh, donc en fait on a des millions de personnes, ceux qui ne votent pas, qui vont aller voter, et potentiellement pour Mélenchon ou Dominique de Villepin s'il se présentera, et donc ils sont dans la mouise. Donc tant mieux, hein, tant mieux, hein, tant mieux, tant que les gens se mobilisent, c'est ce qui m'intéresse. Là il va parler du voile. Tous les jours, il y en a un plus con que l'autre pour inventer quelque chose. Alors l'autre, c'est moi, il m'a fait rire le salaud. Oui, on va empêcher le voile dans la rue aux jeunes filles de moins de 15 ans. Outre que ce n'est pas constitutionnel, outre que tu as voté en 2005 le traité de Lisbonne dans lequel il est reconnu le droit de pratiquer en public les rites du culte. Moi j'étais contre, mais c'est toi qui as voté pour, d'accord? Alors si tu as voté pour, maintenant tu le fais. Bon. Mais j'utiliserai même pas cet argument, c'est évidemment une folie à l'état pur. Vous imaginez la police du vêtement dans la rue? Et alors essayez pour voir. Vous allez, vous voyez une gamine, vous dites, bon, celle-là, 10 ans, 11 ans, j'ai bien. Pose-la sur la tête, toi. Le père, il vient, il dit, t'as demandé quelque chose? C'est qui, toi? Mais oui, parce que je pourrais vous raconter des histoires dans des pays où tout ça a déjà eu lieu. Hein. Les gens voulaient bien tout ce qu'on voulait, sauf se mêler de ce que font nos filles et nos femmes, disaient les mecs. Quant aux femmes, j'aime mieux vous dire que c'est pas calme, hein, la réplique. C'est de quoi tu te mêles, pour qui tu te prends, mal élevé, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis, il n'y a pas besoin d'être un aigle pour comprendre qu'à l'instant où tu vas dire que tu veux pas qu'on mette des voiles sur la tête des filles de moins de 15 ans, il y a quelqu'un qui va dire, bah, les autres signes religieux, pareil, moins de 15 ans. Tout le monde comprend de quoi je parle, hein, des grosses croix, par exemple, ou des choses qui se voient, tout ça. C'est du fou. Comment on fait vivre un peuple dans des conditions pareilles? Tout ça est absolument impossible. Donc c'est dit uniquement pour foutre la trouille, pour foutre la pagaille, pour dresser les gens, et vous vous posez des questions que de votre vie vous aviez imaginé que vous vous poseriez de savoir si on peut ou non se mettre un voile sur la tête avant 15 ans. Et moi je regarde la photo, là-bas au Cap Spartel, à Tanger, il y a ma grand-mère, ma mère, ma sœur, tout le monde a un voile sur la tête. On est tous cathos là-dedans. Alors, il va nous courir derrière? Je préfère le traiter à la blague. Mais vous voyez la violence que ça contient, le mépris, l'insulte qui est faite aux gens. Bah, encore une fois, c'est là où tu vois où c'est un problème qui est spécifique, spécifique français. Hein. Ça n'existe nulle part ailleurs. Hein. Nulle part dans le monde, cette chose-là existe. Hein, faut bien le comprendre. Tu prends en Arabie Saoudite, les femmes ont le droit de pas mettre le voile. Ah oui. Ah oui, hein, dans tous les pays musulmans, ils ont le droit de pas mettre le voile. En Iran, elles ont le droit de pas mettre le voile dans certains lieux. Hein. Bon, voilà, je parle des trucs les plus radicaux. Alors oui, il y a des trucs comme Afghanistan, etc. Mais c'est encore particulier. C'est justement, c'est qu'ils sont. Mais tu regardes dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas ce problème-là. Mais le français est frustré par un système. Il est frustré par un système où le social, il en prend plein la gueule, et le système politico-médiatique le détourne le regard des véritables problématiques qui le concernent en agitant tu sais, on se marre quand on dit le taureau, on lui met un petit drap rouge et il fonce dessus comme un idiot. Après, moi, vous savez quoi? Moi, ça me dérange pas. Moi, vous savez, il y a les agriculteurs. Les agriculteurs, pendant 40 ans, ils se sont occupés du hijab. Regardez ce qui est advenu des agriculteurs. Leur niveau de vie, etc. C'est une catastrophe. Mais continuons. Hein. Tu vois, c'est pas grave. Hein. Tant que vous comprendrez pas que votre priorité, c'est votre propre intérêt, ben écoutez, continuez à parler du hijab, de la abaya. Il n'y a pas de limite. Il n'y a véritablement pas de limite à ça. Ben justement, il parle des paysans. Qu'on soit passé de 7 millions de paysans à 400 000 depuis la libération ne pose apparemment de problème à aucun des adhérents de la FNSEA, qui pourtant devrait se poser des questions. Car entre-temps aussi, le dégagisme est en train de faire son œuvre dans le monde paysan. Alors bien sûr, dans des formes inhabituelles pour nous, les urbains, les syndicalistes ouvriers, les associatifs.
mais dans une forme dont on voit bien de quel côté elle va. Écrasée de misère, cette paysannerie, où il se suicide quelqu'un tous les 2 jours, et où il est impossible de leur dire, écoutez, vous allez arrêter de faire ceci et de cela, parce qu'ils sont endettés jusqu'au cou, et il faut qu'ils augmentent les productions pour pouvoir payer les charges des dettes qu'ils ont pris sur les conseils de la FNSEA. Moi, je suis apartisan et je trouve qu'ils sont très polis à l'extrême gauche. Parce que l'extrême gauche, ils ont plein de défauts, chacun a des défauts, des qualités, ça dépend de ton positionnement, ce que tu penses. Mais nous avons la France Insoumise qui a toujours souhaité privilégier le travailleur français aux travailleurs roumains, etc. Là où, par exemple, du côté de la droite, c'est le libéralisme. Je comprends pas pourquoi ils n'osent pas dire que nous sommes patriotes. À l'extrême gauche, on est beaucoup plus patriotes, et d'avoir ce discours envers les agriculteurs et de leur dire bande d'idiots. Vous votez majoritairement à droite, alors qu'ils vous l'ont toujours mise. Ils vous ont toujours prévenu qu'ils étaient pour le libéralisme, donc encore plus vous endetter. Pourquoi vous ne votez pas pour nous? Parce qu'ils sont occupés avec le hijab. Vraiment, c'est comme ça, c'est dramatique, et ils doivent en assumer les conséquences. C'est pour ça, moi, je fais pas de politique. C'est pour ça que je me ferai critiquer immédiatement. Mais moi, je dirais, bien fait pour vous. Vous pouvez voter pour nous, on va changer la donne, mais continuez à vous occuper du hijab, et vous allez continuer à vous ôter la vie, à vous être endetté. Il faut savoir que dans des pays, dans la majeure partie des pays du monde, les agriculteurs sont des personnes riches, aisées. Allez en Algérie, les agriculteurs, ce sont des gens riches, aisés. Ils produisent des choses qui sont vitales. C'est le premier élément de l'être humain, le manger. Ils sont la première chaîne du maillon de l'humanité. Donc normalement, c'est quelque chose qui doit être hyper bien rémunérateur. Et pourtant, non. Donc c'est quand même assez exceptionnel cette histoire. Donc voilà, on va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous avez pensé concernant le discours de Mélenchon, et si vous êtes choqué par les propos que vous avez entendus sur le plateau de Pascal Praud. Et je rappelle que nous serons en live de 21h30 à 23h à partir de la semaine prochaine. Je rappelle que je ferai mes vidéos en live avec lesquelles je pourrai réagir, vous pourrez laisser des commentaires et ainsi de suite. À la prochaine, des bisous à tous.